J'ai l'impression que tout le monde veut devenir coach sportif. On peut se former maintenant en quelques mois avec le CQP ou en quelques années avec l'université, mais le sujet de cette vidéo n'est pas vraiment là. Aujourd'hui, je suis avec Célène, qui est head coach pour John Reed, une franchise premium. On a 2 salles en France, une à Paris, une à Lyon. J'ai la chance d'être invité à Lyon pour faire cette vidéo. Célène, elle est responsable des coachs chez John Reed. Elle est aussi formatrice pour la Fédé d'Altéro. Ouais, fédération d'Altéro, différents OF, notamment celui de Bénédicte Le Pense, transfert également. Super. Et donc, j'ai voulu que Célène, elle nous donne 3 conseils sous-cotés pour devenir un meilleur coach sportif. Premier conseil. Alors, premier conseil qui me semble être le plus évident et pourtant pas forcément le plus appliqué, eh bien, c'est de poursuivre sa formation au-delà de la formation. Une formation qu'elle soit au travers d'un organisme de formation privée pour les BP ou les CQP, ou même après l'université sur un cursus STAPS, de toujours continuer à se former au travers aujourd'hui des chaînes YouTube, au travers de différents podcasts ou même tout simplement dans les livres, et d'aller un petit peu au-delà de cette formation, on va dire scolaire, que l'on peut suivre en payant son année de BP par exemple. Toi, en 2024, je pensais que c'était vraiment acquis pour tout le monde, quoi, la formation tout au long de la vie. Et non, en fait, c'est pas acquis. Non, je pense que c'est pas acquis. Je pense que en fait, il y a une telle perte de temps au travers des réseaux sociaux et de la consommation, finalement, moins de la formation. On est d'accord que l'information, elle est disponible, mais le savoir, il faut aller le chercher. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nos coachs récemment diplômés ne poursuivront pas leur formation et ne vont pas chercher à savoir encore plus de choses. Et quand je parle de savoir, je parle pas simplement de pratique, je parle vraiment du savoir-faire, de la pédagogie, de la didactique, tout ça. Et je pense qu'en effet, il faudrait poursuivre bien au-delà de l'année de formation, si tant est qu'il n'y ait qu'une seule année de formation. Je veux dire, comme tu l'as très justement dit au début de la vidéo, aujourd'hui les CQP c'est quelques mois, et je ne pense pas qu'on peut sortir de là avec un savoir global, peut-être minimum, mais pas suffisant pour pouvoir perdurer et puis pour pouvoir surtout se distinguer dans ce vivier de coach actuel. Alors justement, tu parlais de se distinguer. Est-ce que le deuxième conseil que tu pourrais donner aux futurs coachs ou aux coachs qui débutent, il y a quelque chose à faire en termes de marketing peut-être, en termes d'image, pour se distinguer? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Mais en fait, tout simplement de faire ce qu'on sait faire de mieux. Pas essayer d'aller copier ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ce qu'on voit autour de soi en salle de sport, mais vraiment d'essayer de performer dans son domaine et puis de vendre des compétences que l'on maîtrise. D'accord. Donc finalement, pas céder aux effets de mode, mais faire ce qu'on sait faire et le faire de mieux en mieux, quoi. Exactement. Se spécialiser, individualiser, enfin des grands principes finalement qu'on retrouve dans les grands principes de l'entraînement. D'accord. Par exemple, tu es un spécialiste de kettlebell. Ouais. Et ben, toi, tu serais d'avis de dire, creuse cette compétence, deviens de plus en plus pédagogue. Et il va pas faire de l'haltéro si tu maîtrises pas l'haltéro. Et encore, parce que tu vois, je place les kettlebells dans l'entraînement fonctionnel et à la limite différentes branches de l'entraînement fonctionnel. Donc, en effet les KB, mais si tu regardes Strong First te propose une formation qui va au-delà seulement du kettlebell. Tu peux te spécialiser derrière en poids de corps, tu peux derrière te spécialiser sur les barres olympiques. Notamment, on a le coach entraînement musculation fonctionnelle avec la Fédé, la FFHM, et il nous propose quand même de graviter autour du réel entraînement fonctionnel. Donc Thomas Serbonecci propose les barres olympiques, les kettlebells avec Thomas Serbonecci, Nicolas Marietan par exemple, et puis l'entraînement en suspension avec Alexandre Verret. Et je pense qu'en effet, quand on est bon dans un domaine, plutôt que de s'éparpiller en fait, il est intéressant de se spécialiser et surtout de faire ce qu'on aime. Pour transmettre à autrui sa réelle passion. Tu vois autre chose, d'autres conseils à nous donner? L'humilité. Alors je sais que c'est tout simplement une qualité humaine, mais d'être humble, d'être humble et de s'intéresser un peu plus aux autres. D'être beaucoup moins dans l'ego ou dans la pratique personnelle, et c'est une question que moi je vais te poser parce que du coup on va partager. Que penses-tu des coachs? Alors, Aurélien Broussal, tu connais son dicton, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Faut-il être un athlète pour pouvoir être un bon coach? Il faut juste que, comme j'allais dire, que le son aille un peu avec l'image.
C'est-à-dire que tu peux difficilement vendre du fitness si toi, tu as l'air d'être en mauvaise santé. Je pense que c'est ça qui veut dire, Aurélien, parce que s'entraîner, on va pas avoir le même physique à 50 ans ou à 30 ou à 20. On va pas chercher d'avoir les plus gros bras du monde pour être coach. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est d'avoir quand même arpenté le chemin qu'on veut enseigner. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut s'entraîner. Mais après, où il faut mettre le curseur? Est-ce qu'il faut être énorme comme les youtubeurs musculation avec tous les doutes qu'il y a derrière et au final être énorme mais être dopé, est-ce que c'est pas mieux d'être moins énorme et moins dopé? Je dis pas qu'ils le sont tous, mais on va quand même pas dire non plus qu'aucun ne l'est pas. Non. Donc il faut s'entraîner parce que je vois pas comment on peut enseigner la musculation si on l'aime pas. De là à être énorme, à un moment donné, toute l'énergie que tu vas mettre aussi pour être énorme, je parle en termes de bodybuilding, oui, tu ne mettras pas, que tu donneras pas aux autres. Que tu donneras pas à tes clients. Donc, tu vois, si tu vas avoir un physique monstrueux, ça veut dire que tu vas beaucoup t'entraîner, beaucoup dormir, beaucoup manger. Tout ça, c'est pas du temps que tu mets pour être un meilleur coach. Donc, à un moment donné, il faut savoir, hein, on veut être influenceur musculation, fitness, et dans ce cas-là, c'est autre chose, ou on veut être coach. Mais s'entraîner, ça me semble être la base. Mais à quel niveau de crédibilité atteindre, c'est ça qui est plus subtil, je trouve. Et encore aujourd'hui, il faudrait se poser la question, hein, parce que voilà, des promos, il y en a très régulièrement dans l'année. Hein. Finalement, combien de coachs dans ces promotions sont réellement passionnés et ont vraiment une légitimité à être là dans cette formation? Normalement, si les sélections quand même des diplômes sont bien faites, tu risques normalement t'évites un peu les touristes, hein, normalement. Normalement. Après, voilà, c'est pas infaillible. Hein. Moi qui ai bossé 15 ans pour l'université, ou crois-moi qu'il n'y a pas que des passionnés de l'entraînement qui sont en STAPS, loin de là. C'est certain. Donc, et puis c'est pas possible, je veux dire, mathématiquement, tu peux pas avoir 100% de passionnés non plus. Mais normalement, si t'as pas un peu le feu sacré, c'est pas un métier où tu peux devenir un millionnaire quand même, quoi. Donc, si t'as pas envie de faire ce métier, où t'es quand même, je sais pas moi, 6-8 heures debout, à 20 ans, tu te rends pas compte, mais à 30, à 40 ou à 50 ans, 8 heures debout par jour, ça fait mal. Hein. Ouais, de toute façon, il y aura une sélection naturelle qui se fera et je pense que les gens s'épuiseront naturellement et puis se reconvertiront dans autre chose. Quoi. Tu vois un dernier conseil pour terminer? Eh ben, essayer ensuite de se voir comme une entreprise, une micro-entreprise et gérer son business. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Célène. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu d'informations sur toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver par exemple? Eh ben, on me retrouve chez John Reed. John Reed, ouais, mais tout le monde peut pas aller chez John Reed. John Reed, tout le monde peut pas aller chez John Reed. Non, mais venez me passer un petit coucou. Non, John Reed à Levallois-Perret, hein, le John Reed Paris. Et puis voilà, un Instagram que j'exploite pas plus que ça, pas plus particulièrement. J'ai pas cette fibre. On va pas se mentir, j'ai pas trop la fibre réseaux sociaux. Quel âge tu as? 41. Ah ouais, mais toi t'es comme moi, t'es pas la génération. Non, tu gères mieux, Olivier. Tu gères mieux que moi. Oui. Tu t'y es mis. Ouais, c'est vrai. Je m'y suis mis comme quoi. Si à 47 ans, on peut avoir 40 000 abonnés, c'est que c'est possible. Je vais essayer. C'est que c'est possible. En 7 ans, je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Merci à toi.